Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare, plus d'informations en fin de vidéo. Aristote, c'est un des tout premiers noms auxquels on pense quand on parle de philosophie. Évidemment avec Platon, Socrate, etc. C'est l'un de ceux qui composent le trio de boss de fin de cet art, si bien que les chercheurs de la postérité l'ont appelé l'homme qui pouvait tout expliquer. Son CV est digne d'un PDG de la pensée, puisqu'il a autant éduqué des futurs rois que fondé des écoles. En plus, c'est un savant tout-terrain qui a parlé de l'éthique, de la rhétorique ou encore de la zoologie, déjà polyvalent des siècles avant les penseurs de la Renaissance. Mais les éléments biographiques sur sa vie sont très éparpillés et de ce fait, beaucoup moins connus. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous raconte la vraie vie d'Aristote. Le mini-Aristote naît en 384 avant Jésus-Christ dans la petite ville de Stagir, quelque part sous le soleil de la Grèce du Nord, ce qui correspond à l'époque à la région de la Macédoine. C'est d'ailleurs l'un de ses surnoms, le Stagirite. Son père, c'est Nicomaque, qui a la particularité d'être le médecin personnel du roi macédonien, Amyntas III, donc clairement il pèse. Enfin je dis il pèse, il soigne surtout, il n'est pas marchand de fruits. Ouais, vous avez compris. Alors bien sûr, ce background médical, il a joué dans la construction d'Aristote, qui a donc eu une éducation plutôt teintée par l'intérêt pour la science. En plus, sa mère est aussi dans le biz, parce que c'est une sage-femme du nom de Phestias, qui vient de l'île d'Eubée. Voilà. On ne sait pas vraiment comment était le mini-Aristote sur les bancs de l'école primaire, s'il était plutôt sage ou plutôt rebelle, parce qu'on ne possède que des miettes d'éléments concernant le début de sa vie. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'Aristote, il va malheureusement découvrir très tôt le goût du chagrin, puisque son père meurt lorsqu'il a environ 11 ans, et perd sa mère aussi juste après. Voilà. Ambiance. Voilà. Son éducation va être prise en charge par son beau-frère, qui va devenir son tuteur, Proxène d'Adarnée. On dirait un peu le nom d'une maladie grave, voilà. Mais ça n'empêche pas Proxène de prendre soin de lui, et Aristote pousse tranquillement sous le soleil de Stagir. On le décrit physiquement en ces termes, il était un peu bègue, très maigre de jambes, dit-on. Il avait de petits yeux, aimait les beaux vêtements et se rasait le visage. Visiblement, il skippait le leg day. Un jour, le petit Aristote trouve que sa ville lui est trop étroite. Un peu comme quand on monte à Paris aujourd'hui, et ben lui, il descend vers Athènes, à ses 17 ans, pour continuer son éducation. Et il va pas s'inscrire n'importe où, puisqu'il décide de rejoindre l'Académie de Platon. L'Académie de Platon, c'est vraiment l'université avant l'heure, située dans les faubourgs d'Athènes, parce qu'il y a des bibliothèques, des logements, un gymnase, il y a même un musée, voilà. Il manque peut-être juste un distributeur à soda pour que ça ressemble vraiment à un campus d'université américaine. Donc c'est un environnement adéquat pour le jeune Aristote, qui lui est assoiffé de connaissances. Alors on peut penser que tout de suite ça a dû être le coup de foudre intellectuel entre Platon et Aristote, et en fait pas immédiatement, parce qu'à l'époque, Platon il était en Sicile, et il essaie sans trop de succès de faire appliquer ses idées politiques par un tyran qui s'appelle Denis le Jeune. On en parlera peut-être sur la vidéo sur Platon. Sûrement même. Mais quand Platon revient, les deux hommes se côtoient, et là les sources varient sur la nature de leur relation. Est-ce qu'ils étaient un peu rivaux, ou bien s'il y avait une dynamique de maître-disciple en jeu? Ça semble plutôt être la deuxième option, puisque Aristote aurait été rapidement chargé de l'enseignement de la rhétorique à l'Académie. Et en plus, les théories philosophiques de Platon l'inspirent, qu'il les approuve, ou qui s'y oppose. Une belle preuve de ce respect se trouve dans l'Éthique à Nicomaque, un ouvrage d'Aristote, où il se pose en contre-pied par rapport à certaines réflexions de Platon sur le monde des idées. Bon là, le but c'est pas de comparer en profondeur leur philosophie, mais rapidement, Platon dit que chaque concept, chaque chose a une forme universelle, parfaite, qui existerait dans le monde des idées, et qui est déjà inscrite en chacun de nous, et donc quand on découvre quelque chose, en fait, on ne fait que s'en souvenir, c'est la réminiscence. Alors qu'Aristote, c'est plutôt un empiriste qui met l'accent sur l'expérience et l'observation pour découvrir les choses et les définir de manière plus globale. Donc il y a quand même une différence assez fondamentale et encore à ce jour, Aristote reste un des plus importants représentants de cette méthode empirique de faire de la science. Et donc dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote rajoute que une recherche de ce genre est rendue difficile du fait que ce sont des amis qui ont introduit la doctrine des idées. Mais on admettra peut-être qu'il est préférable, et c'est aussi pour nous une obligation, si nous voulons du moins sauvegarder la vérité, de sacrifier même nos sentiments personnels, surtout quand on est philosophe. Vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre, mais c'est pour nous un devoir sacré
d'accorder la préférence à la vérité. Il y a un petit côté Anakin et Obi-Wan dans leur relation là, et en plus Platon l'appelait le liseur, ce qui en soi n'est pas hyper badass comme surnom, sauf quand c'est Platon qui le dit. Finalement, Aristote va rester une vingtaine d'années à l'académie, à étudier et à enseigner. Ses champs d'intérêt sont si larges que pour l'anecdote, c'est même l'un des premiers à proposer des arguments pour prouver que la Terre est ronde. Dans son traité du ciel, il explique que les ombres qui sont projetées par la Terre pendant une éclipse de lune sont courbes. C'est-à-dire que lors d'une éclipse de lune, lorsque la Terre se retrouve entre la lune et le soleil, l'ombre de la Terre est projetée sur la lune. Et la courbe de cette ombre laisse à penser que la Terre, elle est ronde, quoi. Enfin, elle est sphérique, pour être précis. Voilà, une petite photo. C'était le genre de petit passe-temps auquel se livrait Aristote à l'académie, quoi. Il va donc y rester 20 ans, jusqu'à la mort de Platon en moins 347. Alors, est-ce que ce grand disciple va ensuite succéder au maître dans l'ordre naturel des choses? Eh ben non, hein, parce qu'Aristote se retrouve entraîné dans un nouveau voyage. Le nouveau roi de Macédoine, Philippe II, vient de conquérir Olynte, qui est une cité alliée d'Athènes. Donc il y a un sentiment anti-macédonien qui commence à se faire ressentir dans la ville. Sauf qu'on se souvient, Aristote, il vient de Stagir. Donc il est un peu affilié par sa naissance aux ennemis des Athéniens, aux Macédoniens. D'ailleurs, il n'a jamais pu participer à la vie politique à cause de son statut de métèque. Rien à voir avec Georges Moustaki. Hein. Avec ma gueule de métèque. Ça voulait juste dire qu'il était étranger. Un métèque, c'est quelqu'un qui est étranger à Athènes. Et en plus de ça, à la mort de Platon, c'est Speusippe, le neveu de Platon, qui a été choisi pour prendre la tête de l'académie. Donc Aristote, il est un petit peu dégoûté par ce choix. Et en plus, il voit bien que ça peut être dangereux pour lui de rester à Athènes. Donc ça le pousse à ranger ses livres et ses pensées dans sa valise et à partir. Il s'en va à Atarnée, dans l'actuelle Turquie, où il rejoint Hermias, qui est un ancien de l'académie et qui est devenu le tyran de cette ville. C'est là que, au large de la mer Méditerranée, Aristote va commencer à développer une nouvelle compétence, puisqu'il s'intéresse à la biologie sous-marine. Voilà. Pourquoi pas écouter? Le mec, il faisait tout. Le mec faisait tout. Sauf que malheureusement pour lui, l'Antiquité est une période trouble, qui ne supporte pas la tranquillité d'esprit. Un jour, Hermias se retrouve dans un guet-apens et se fait assassiner. Aristote doit à nouveau fuir, et cette fois, il ne jette pas l'ancre bien loin et se retrouve sur l'île de Mytilène, juste en face d'Atarnée. L'horizon est vide et bleu, de Mytilène. Petite vanne pour mes chimistes adorés. Et il peut encore une fois s'amuser à recenser les différents types d'algues et d'hippocampes, ce qu'il fait pendant 2 ans. Vraiment, on se rend compte, c'est un énorme fan de la nature, et ça a une importance de taille dans l'élaboration de ses projets philosophiques. Un de ses plus célèbres proverbes, c'est « La nature ne fait rien en vain », pour souligner l'harmonie qu'il retrouvait là-dedans. D'ailleurs, la légende dit que Aristote avait une très bonne vue, et au point que certains de ces détails qu'il a décrits sur les animaux n'ont plus été observés avant l'invention du microscope au XVIIe siècle. Voilà, c'est assez fou. Alors en plus de sa sérénité avec l'eau salée et les poissons, il découvre d'autres vagues. Les vagues de l'amour, évidemment. Il épouse Pythias, qui est la nièce d'Hermias, avec qui il aura une fille, qu'il va appeler Pythias. Voilà, je pense que le moment de choisir le prénom n'a pas dû être très long. Voilà. Peut-être qu'il a été égocentrique, peut-être que c'est lui qui avait la flemme de confondre, on ne saura jamais. Voilà, donc il est in love, il est papa, mais la retraite paisible et les beaux jours sont encore loin. Parce qu'Aristote se retrouve tout à coup imbriqué dans une aventure assez exceptionnelle. Ses origines macédoniennes se rappellent encore à lui, puisque Philippe II, roi de Macédoine, le charge d'éduquer son fils. Et son fils, ce n'est autre qu'Alexandre le Grand. Enfin, quand Aristote accepte la mission, c'est Alexandre tout court, qui a 13 ans, sans aucune idée, je pense, du destin qui va l'attendre. C'est quelque chose d'assez incroyable que l'un des plus grands sages de l'histoire a élevé l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Évidemment, c'est une rencontre qui a fait beaucoup fantasmer par la suite, mais malheureusement, en fait, on a assez peu de preuves sur ce qu'il s'est passé entre les deux. On pense et on suppose que c'est son précepteur qui a donné à Alexandre le goût de la culture grecque en discutant avec lui de l'Iliade, de l'Odyssée, etc., des grands poèmes lyriques. Et en échange, Alexandre lui aurait ramené des animaux après ses séances de chasse afin d'aider les recherches en zoologie d'Aristote. Voilà. Dans tous les cas, il y a un vrai lien qui semblait exister, parce que l'historien Ulrich Wilkren,
dira plus tard que c'est Aristote qui fit d'Alexandre un grec spirituellement. Et il y a aussi d'autres spécialistes de notre ère, comme Peter Baum, qui ont analysé cette fusion en écrivant que sans Alexandre, nous connaîtrions à peine le nom d'Aristote. Sans Aristote, Alexandre ne serait jamais devenu l'Alexandre que nous admirons. Bon, évidemment, ça semble très enthousiaste comme remarque, mais ça montre le poids symbolique que cette rencontre a joué pour les deux personnages. Et c'est dommage qu'il n'en reste que des traces très brouillées. Par exemple, l'ouvrage Rhétorique à Alexandre, un traité de l'art du discours qui était considéré comme un pilier de l'œuvre aristotélicienne au Moyen-Âge, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire à peu près que c'est sûrement une falsification. Voilà. En moins 336, Philippe II meurt et Alexandre, âgé de 20 ans, peut galoper vers son destin en Orient. Aristote a accompli sa part du contrat et a désormais le champ libre pour s'éloigner de la cour royale de Macédoine. Donc il retourne à Athènes et ça se passe un peu comme s'il n'avait pas tout à fait réglé sa frustration de ne pas avoir été nommé à la tête de l'Académie de Platon. Et du coup, il décide d'ouvrir sa propre école. Parce qu'il est localisé près du temple d'Apollon Lycien, le dieu tueur de loups, son école s'appelle le lycée. Ouais. Voilà, maintenant vous savez d'où est né ce mot. Voilà. Écoutez, c'est des anecdotes gratuites, voilà, régalez-vous, mais régalez-vous. Lâchez un petit pouce peut-être, je sais pas. Je me rends compte que je demande jamais ça. Je sais pas. Faites-le que si vous en avez envie. J'ai pas envie que ça devienne un sujet. C'est pas un sujet, on passe à la suite. Le lycée est situé dans un gymnase et commence à concurrencer l'académie avec une vaste bibliothèque et évidemment, vu que c'est Aristote, une collection d'animaux et de plantes. On raconte d'ailleurs que c'est son ex-disciple, Alexandre, qui aurait contribué au financement de l'école. J'avoue que les sponsors, c'est un petit peu plus facile avec des rois. Aristote veut bien marquer la différence avec l'académie, et la plupart des cours sont gratuits et ouverts au public. En plus, comme le lycée est situé entre le mont Lycabette et le fleuve Ilissos, les étudiants peuvent marcher tranquillement tout en discutant de philosophie. C'est pour ça qu'on les appelle les péripatéticiens. Voilà. Non, c'est pas parce qu'ils étaient en intérim au strip club local. Ça veut simplement dire ceux qui se promènent. D'où aussi l'utilisation détournée de ce mot. Celui auquel votre cerveau a pensé tout de suite. Écoutez, on est en plein festival d'anecdotes. Plein d'anecdotes étymologiques. On se régale, ça croustille sous la dent. Pendant 12 ans, Aristote reste au lycée, et c'est là qu'il produit la majorité de son œuvre qui a survécu au passage des siècles. Ce double rôle d'enseignant-chercheur, il est assez important pour lui. Intellectuellement, parce que il trouve que pouvoir enseigner un sujet, c'est la preuve ultime qu'on le maîtrise en fait, qu'on possède la connaissance. C'est également à Athènes que, devenu veuf, il épouse sa deuxième femme, Herpilis, avec qui il aura un fils, Nicomaque, du même nom que son père donc, et à qui il dédiera probablement l'ouvrage L'éthique à Nicomaque, dont on a parlé. Alors vraiment, il a réfléchi sur énormément de sujets, mais le prénom de ses enfants, visiblement, il s'en bat les steaks. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas achevé sa vie sereinement sous le ciel athénien avec sa nouvelle famille? Eh bien parce qu'une nouvelle fois, Aristote va devoir jouer les vagabonds pour sa sécurité. De là à dire que c'est un lâche, il n'y a qu'un pas que je n'oserais franchir, on n'est pas à sa place. Voilà, on ne sait pas tout ce qui se passe dans la tête d'Aristote à ce moment-là. Mais visiblement, il n'est pas serein. On est en moins 323, Alexandre le Grand meurt, et c'est encore de l'essence versée sur le feu du sentiment anti-macédonien. Surtout que maintenant, Aristote il peut directement être accusé d'avoir aidé celui qui a fait de l'ombre aux cités grecques par ses conquêtes. En plus de ça, il y a un prêtre du nom d'Eurymédion qui accuse Aristote d'impiété parce qu'il a écrit un hymne en faveur d'Hermias, le tyran, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il avait rejoint après être parti de l'Académie. Voilà. Mais dans l'Antiquité, les hymnes ne sont permis que pour le culte des dieux. Donc Aristote prend peur, surtout qu'il sait comment Athènes n'a pas hésité à condamner Socrate, le condamner à mort, quoi, un siècle auparavant, et il veut pas être l'objet d'un nouveau crime contre la philosophie. C'est hors de question. Donc il largue les amarres à nouveau et il rejoint l'île d'Eubée, là où sa mère est née. Et 1 an à peine plus tard, il meurt, à 63 ans, d'une maladie de l'estomac. Voilà. Vraiment mauvais calcul. Parce qu'il serait resté, il aurait peut-être eu une mort de martyr, comme Socrate, et tout le monde en aurait parlé. Enfin voilà. Après, il ne pouvait pas savoir. Mais c'est comme ça que s'arrête la vie d'Aristote. Vie dont il nous reste pas grand-chose d'autre que des bribes biographiques, et qui fut composée de départs, d'îles, et surtout de réflexions qui ont esquissé le visage
de toute la pensée occidentale à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si comme Aristote, vous voulez continuer d'apprendre plein de choses, c'est peut-être l'heure du sponsor de cette vidéo. Skillshare. Skillshare, c'est un site en ligne pour apprendre tout un tas de choses, sauf peut-être le fait de se changer aussi vite que Arturo Brachetti. C'est vrai, si vous savez pas qui c'est quelqu'un qui se change super vite. Petit extrait. Donc je suis en train de vous dire que Skillshare, c'est un site en ligne pour apprendre tout un tas de choses et le faire de manière communautaire. C'est très axé sur la créativité, hein, donc on peut apprendre plein de choses sur le dessin, la musique, le graphisme ou même la productivité. Personnellement, j'ai fait plusieurs formations sur Skillshare. J'en avais fait une sur les plantes, j'en avais fait une sur l'architecture d'intérieur. Et là, pour cette fois-ci, j'en ai choisi une sur le fait d'être DJ. Voilà, l'art du DJing. Parce que pourquoi pas? C'est un cours qui s'appelait l'art du DJ pour les débutants, créer un mixage dans Virtual DJ. Voilà, c'était par un DJ qui s'appelait DJ Tresdos. Voilà, c'était un petit cours de moins d'1 heure, assez intéressant. J'ai découvert des musiques, j'ai découvert des labels, ça m'a plu. Et ce que j'aime bien avec Skillshare, c'est que vu que c'est un abonnement en fait pour la plateforme, il y a un moment où j'avoue le cours, je voulais que ça creuse un peu plus en profondeur. En même temps, c'est normal, c'était un cours de moins d'1 heure sur tout le truc d'être DJ. Donc j'ai trouvé un autre cours qui lui dure 8 heures, je crois, et j'ai pu rentrer beaucoup plus en profondeur sur un point qui m'intéressait. L'autre cours, c'était le cours DJ complet pour les débutants, un guide complet par Jack Bradley, voilà, qui est aussi un DJ. Voilà, les deux cours sont des staff picks, c'est-à-dire que c'est des cours qui sont sélectionnés par le staff de Skillshare. C'est quelque chose qui est écrit sur le cours. Les deux cours étaient sous-titrés en français, voilà, donc aucun souci pour les suivre. Et d'ailleurs, la plateforme est en français. Et un autre truc qui est cool et que j'aime bien, c'est l'aspect communautaire. Voilà, on peut poster des choses sous le cours. Par exemple, on a quelqu'un qui avait posté sous le cours de DJ un mix qu'il avait fait. Donc j'imagine en suivant le cours. Donc c'était assez marrant, voilà, un mix de Deep House. Pourquoi pas. Ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'on se sent moins seul derrière son ordi, quoi. On se dit, ok, l'autre personne, elle a suivi le cours aussi, elle a fait son petit truc. Ça fait plaisir. Je suis sûr que vous trouverez plein de cours qui vous correspondent et Skillshare régale parce que pour les 1000 premiers parapotes qui cliquent sur le lien dans la description, vous n'avez pas 14 jours d'essai gratuit, ce qui est le truc normal de base. Vous avez 1 mois. Et je remercie donc Skillshare d'avoir sponsorisé une nouvelle fois cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer cette offre et que vous allez vous en donner à cœur joie pour apprendre tout un tas de choses comme le faisait Aristote. Parce que finalement, c'est aussi ça le principe. Parce que je peux vous dire que si Aristote il avait Skillshare aujourd'hui, oulala, il aurait passé un temps fou. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, tout est en description. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère que voilà, ce format vous plaît toujours autant. En tout cas, c'est un régal à faire. Et voilà, voilà, on se revoit bientôt pour apprendre de nouveau des choses sur d'autres philosophes. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, love, peace, ciao.